Bienvenue dans le podcast de l'université, l'émission qui vous rapproche de l'université Marie-Louis Pasteur. Plongez dans la vie de campus, découvrez les initiatives, les projets et les voix qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'université Marie-Louis Pasteur est à portée d'écoute. Un grand merci à notre partenaire Radio Campus Besançon qui accompagne ce podcast et nous permet de partager ces échanges avec vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous, mais dont on parle encore trop timidement, la santé mentale. Alors qu'on apprend les gestes qui sauvent pour le corps, pourquoi ne pas faire de même pour l'esprit ? C'est tout l'enjeu des premiers secours en santé mentale, une formation proposée aux étudiants de l'université Marie-Louis Pasteur par le service santé étudiant. Pour en parler, nous sommes en compagnie du docteur Corinne Le Sieur-Château, médecin au SSE, et Camille Jobard, psychologue. À leur côté, Chloé et Marine, étudiantes en M1 de psychologie, nous raconteront leur expérience de la formation. Ensemble, nous allons discuter de cette formation, bien sûr, mais aussi plus largement de la santé mentale des jeunes, des enjeux actuels, de solidarité et de solutions concrètes. Alors installez-vous bien pour le podcast de l'université. Commençons par le cœur du sujet, la formation aux premiers secours en santé mentale. En quelques mots, c'est quoi exactement les premiers secours en santé mentale et qu'est-ce que la santé mentale ? Alors les premiers secours, l'idée c'est de pouvoir repérer et agir sans se substituer aux professionnels de santé, mais plutôt de pouvoir orienter, guider et répondre aux besoins de la personne qui se retrouverait en difficulté ou en souffrance psychique. La santé mentale, c'est avant tout une histoire d'équilibre entre un bien-être physique, mental et social. Donc l'idée c'est plutôt de se dire que il n'y a pas forcément une bonne santé mentale ou une mauvaise santé mentale, c'est que en fonction des difficultés qu'on rencontre dans la vie, on va être impacté. Ça peut être un deuil, ça peut être un échec, ça peut être des difficultés personnelles. Et puis, quand on est suffisamment outillé, qu'on a une disponibilité pour pouvoir traiter les difficultés, on arrive à faire face, parce que l'être humain, il se protège aussi et il s'adapte aux difficultés qu'il rencontre. Et puis, quand il y a un certain nombre de difficultés qui se surajoutent, parfois, il est amoindri dans son énergie et sa disponibilité psychique, ce qui fait qu'il ne va plus pouvoir faire face aux difficultés de la même façon. Et c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver avec des personnes qui sont plus ou moins en souffrance ou plus ou moins en capacité de pouvoir faire face aux événements de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'on propose une aide. Ça peut être une consultation auprès d'un professionnel de santé, un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre. Parfois, quand on a vraiment des difficultés psychologiques qui nous amènent à plus avoir un équilibre et à se retrouver en souffrance, à ce moment-là, on peut consulter différents types de professionnels. Mais dans cette idée d'équilibre, c'est surtout de pouvoir se dire que la santé mentale, c'est avant tout la santé, et que quand on peut parfois rééquilibrer certaines choses, le sommeil, l'alimentation, la qualité de vie, avoir des amis, sortir, etc., on prend soin aussi de sa santé globale et donc de sa santé mentale. En 2025, la santé mentale est déclarée grande cause nationale. En quoi cette formation est-elle un levier essentiel pour la communauté universitaire ? Oui, après c'est vrai que les étudiants, c'est quand même un public peut-être plus à risque au déséquilibre de la santé mentale parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, en tout cas dans cette période. Donc plus on est formé entre pairs à pouvoir repérer certains signaux et puis à pouvoir un petit peu... voir comment on pourrait intervenir après dans un deuxième temps sans se substituer aux professionnels, mais plutôt en orientant vers les services compétents, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de services qui sont dédiés au public étudiant. Ça permet d'évaluer, d'orienter plus rapidement et peut-être de faire davantage de prévention autour des risques liés à la santé mentale. Avec la crise sanitaire, on a vu aussi que les étudiants, c'était un public qui était quand même fortement touché et impacté par... des risques en tout cas de déséquilibre encore une fois de la santé mentale et donc on voit aussi l'enjeu de pouvoir repérer et orienter et faire davantage de prévention et ça c'est quand même un enjeu fondamental là, en 2025. Parler de cette formation, c'est aussi prendre la mesure des réalités que vivent les jeunes aujourd'hui. Car sur le terrain, les besoins sont bien là. Vous êtes en contact direct avec les jeunes. Quelles difficultés ou signes d'alerte observez-vous le plus souvent ? Avant tout, le stress lié aux études, quand même. En tout cas, au service de santé étudiante, c'est vraiment une demande qui est très présente. Après, on repère essentiellement des troubles anxio-dépressifs, avec
une perte de sens aussi parfois dans cette période de la vie où il y a beaucoup d'enjeux, on doit réussir sa vie, scolaire, son orientation future, sa vie amoureuse, avoir des relations sociales assez aussi étoffées, etc. Avec aussi beaucoup une charge de travail assez conséquente. Donc il y a énormément d'enjeux, beaucoup d'occupations et une disponibilité psychique qui n'est pas toujours suffisante. Donc ça crée une pression qui est un peu constante et qui va peut-être majorer aussi l'anxiété, l'angoisse, avec parfois peu d'échappatoire. Il y a aussi une dépendance financière parfois aux parents. Toutes ces choses-là réunies font qu'on a plus de risques, en tout cas, d'avoir un déséquilibre entre la santé, dans la santé mentale, et un déséquilibre au niveau social, au niveau financier, et puis un bien-être qui peut forcément être impacté. Avec le fait que pour les étudiants qui arrivent en première année, aussi de s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Le fait d'être éloigné des parents, de gérer leur quotidien seul. Et ça donne d'autres phénomènes d'adaptation qui s'ajoutent en fait. Est-ce que vous diriez que la parole se libère, que les jeunes osent davantage parler de ce qu'ils vivent ? Je ne sais pas si la parole se libère. En tout cas, on donne plus de visibilité, peut-être à la légitimité d'avoir des difficultés à cet âge-là de la vie. Parce qu'on a plutôt tendance à croire qu'à 20 ans, tout est possible, que tout est facile et que tout doit être aligné. Alors que c'est loin d'être le cas. Il y a aussi peut-être... pouvoir avoir la liberté de dire que c'est difficile à cette période de la vie et qu'on puisse entendre cette parole et la légitimiser au plus grand nombre. Donc ça, peut-être que c'est un changement quand même. Après, là, ce qu'on constate, nous, quand même, c'est que peut-être qu'il y a plus de garçons qui osent passer le pas de la porte du SSE. Parce qu'on a donné plus de visibilité à la question de la santé mentale et peut-être qu'il y a un monde qui change quand même dans la possibilité peut-être de se dire que la santé mentale, c'est une histoire de tous, avec sociologiquement aussi la possibilité de penser qu'on a chacun le droit d'avoir des difficultés et qu'il n'y a pas forcément de stéréotypes de genre associés aux difficultés de santé mentale. Et qu'une difficulté n'est pas obligatoirement une maladie qui va durer des années et des années. Ça peut être une difficulté du moment qui nécessite d'être accompagnée pour que ce soit plus facile à vivre le moment venu. Et quel rôle l'université peut-elle jouer selon vous pour prévenir, accompagner et soutenir ses étudiants ? Donc, dans les services de santé étudiante, vraiment le but premier est de tenir compte de la santé globale des étudiants, santé physique, santé mentale, et de les accompagner dans la prévention sur tous ces volets. Et puis après, sachant que plus on les accompagnera ou plus ils trouveront ce qu'ils recherchent en soutien, plus ils pourront réussir dans leurs études. Soutenir effectivement l'idée que la santé mentale, c'est la santé. Effectivement, il y a quelque chose d'assez global et que souvent on a tendance aussi à parler du psychologue quand on a des problèmes de santé mentale, alors que la santé mentale, encore une fois, c'est une notion d'équilibre. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir être positionné à plusieurs niveaux, ce que propose l'université, c'est-à-dire de faire de la prévention, que ce soit au plus grand nombre sur des actions collectives ou sur plutôt des consultations spécifiques. Mais l'idée, c'est de dire qu'on est aussi plusieurs à pouvoir s'occuper de la santé globale et de la santé mentale et que parfois, on a tendance plutôt à dire oui, il faut aller voir un psychologue, alors que on se rend compte, moi en tout cas en consultation, parfois il y a des étudiants qui arrivent extrêmement stressés, avec une forte pression, et quand on remet parfois la possibilité de faire un sport à l'extérieur, de pouvoir participer à une activité extrascolaire, de pouvoir être soutenu un petit moment autour de la scolarité avec un aménagement des études ou autre, on se rend compte que tout ça mis bout à bout font qu'on arrive à trouver des solutions et à rééquilibrer la vie de l'étudiant. Donc en tout cas l'université, elle propose ces multiples services. On l'a bien compris, la santé mentale est un sujet complexe mais essentiel. Avant de conclure, un mot pour celles et ceux qui hésiteraient encore à s'informer ou à se former. En fait, tout le monde peut en bénéficier. Ça ne vise pas les étudiants en formation santé. C'est vraiment pour que tous puissent en bénéficier. Donc, et l'idée, c'est de lui donner des outils pour accompagner, orienter les personnes qui seront en difficulté. Peut-être pour compléter, c'est vrai que la santé mentale, c'est un sujet qui peut faire peur quand même, où on peut vite se sentir démuni, où tout de suite on va imaginer qu'il faut un professionnel compétent pour pouvoir y faire face, parce qu'on est toujours un petit peu en difficulté face à quelqu'un qui a des problèmes. En général, quand on pose la question est-ce que ça va, on répond toujours oui et rarement non. C'est aussi parce qu'on peut mettre mal à l'aise l'autre, on peut être en difficulté face à quelqu'un qui peut se sentir très mal, être en dépression, avoir des idées suicidaires, etc.
Et cette formation, elle a pour objectif justement de donner des outils ou en tout cas des clés d'évaluation pour plus se retrouver aussi en difficulté, en impuissance face à ce genre de situation. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer vraiment des solutions concrètes pour pas forcément intervenir à la place d'eux, hein, on n'interviendrait pas à la place d'un médecin, mais pouvoir être une aide ou un relais pour pouvoir justement apporter l'aide suffisante à la personne qui est en souffrance ou en difficulté. Donc c'est plutôt réoutiller chaque personne en tant que citoyen à savoir comment faire, comment agir quand on se retrouve face à une situation qui nous désarme un peu ou qui peut nous amener beaucoup d'impuissance. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, plus on est équipé, plus on est outillé pour faire face à certaines situations, mieux on sait gérer et plus on peut être aussi davantage en lien avec les autres et être au plus près de l'autre sans forcément être en difficulté, quoi. À présent, nous nous tournons vers nos 2 étudiantes qui ont suivi cette formation, Chloé et Marine. Tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de suivre cette formation ? Il y a plein de raisons de vouloir aller faire un PSSM. Le PSSM, c'est plus ou moins l'équivalent du PSC1, mais pour la santé mentale. Donc je pense que c'est déjà un argument en soi pour y aller. Après, je sais que personnellement, déjà je suis en études de psycho et donc je me suis déjà retrouvée face à des gens en crise et ça permet de donner des billes parce que la psycho c'est très théorique, mais on n'apprend pas à réagir en fait en cas de crise, pas du tout. Donc c'est toujours bien d'être un peu armé face à ça. Au-delà du fait de savoir comment réagir, ça permet aussi de se sentir légitime à réagir et de se dire en fait j'ai été formée, du coup là je peux y aller. Et de moins hésiter et même si ça peut être des redites par rapport à notre cursus de psycho et encore, c'est quand même utile parce que c'est un peu comme si ça nous permettait de mettre une petite casquette de secouriste et d'y aller en fait. Et ça c'est hyper important. Comment avez-vous vécu de l'intérieur cette formation aux premiers soins ? On arrive, on est à peu près 12, une douzaine. Pour 2 formatrices. Et la formation, elle se découpe en plusieurs temps. En général, c'est des demi-journées sur une problématique qu'on suit avec le livret, parce qu'on repart avec un livret quand même assez costaud, je trouve, avec plein d'infos dedans. Et voilà, donc après, on balaye il nous explique en fait le protocole et donc on voit par demi-journée les thématiques, les troubles de la personnalité, les addictions, les personnes violentes. Et il y a des temps aussi où on fait des petites mises en scène en fait. Ouais, on fait un jeu de rôle en fait avec quelqu'un qui va pas bien, un secouriste, et après on débriefe qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ça permet d'avoir un feedback et de s'améliorer. Est-ce que vous pensez que la santé mentale, c'est un peu un sujet tabou, ou ça l'a été, ou ça l'est moins ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi aussi ? Nous, on se rend compte aussi du décalage parce que dans nos cercles, on est en psycho, la plupart de nos copines sont aussi en psycho. Donc on parle entre personnes qui sont très sensibilisées, on travaille là-dedans. Donc forcément pour nous, ça n'a pas le même sens que les autres personnes, mais on échange aussi avec des personnes qui ne sont pas en psycho et on se rend compte que oui, on parle de santé mentale et dans l'espace public de manière générale, on en parle et c'est chouette. Par contre, on n'en parle pas forcément bien. Et il y a encore tout un tas d'idées reçues. Moi, je vais prendre des exemples médiatiques qui avaient du coup ça avait été abordé lors de la formation aussi et que je trouvais totalement juste. C'est tout ce qu'on fait autour des séries, des films autour où on met la santé mentale en avant. Donc c'est très chouette parce que du coup, on en parle plus par rapport à une certaine période. Mais comme disait Chloé, est-ce qu'on en parle de manière juste aussi ? Parce que du coup, ça met en lumière certains profils. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on ne connaît pas. Et l'humain, quand il ne connaît pas, il a peur. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et l'avantage du PSSM, justement, c'est d'apprendre à connaître pour plus en avoir peur. Et pour arrêter d'être discriminant, d'être violent, même si ce n'est pas notre intention. Des fois, on peut tenir des propos qui peuvent être heurtants pour des gens. Même si nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas forcément concerné là tout de suite maintenant, ou qu'on connaît personne de concerné.
Les réseaux sociaux notamment ont changé beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez qu'ils influencent le bien-être psychologique des étudiants ? Question complexe. Alors, c'est pas noir, c'est pas blanc. Je crois que c'est important d'apporter des nuances. Les réseaux sociaux, c'est aussi un vecteur de communication. Donc, il y a aussi beaucoup de jeunes qui se retrouvent ou qui peuvent se projeter dans certains récits, dans des histoires de vie. On voit aujourd'hui avec TikTok, avec Instagram, qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent parler publiquement aussi de leurs difficultés, ce qui permet de pouvoir aussi passer plus facilement le pas de la porte d'un cabinet de psychologue ou d'un service dédié à la santé mentale, parce qu'on a le droit aujourd'hui peut-être d'avoir des difficultés et ça permet aussi d'être en lien, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de connaissances, etc. Donc encore une fois, c'est plutôt l'utilisation et puis peut-être l'âge auquel on peut y avoir accès à ces réseaux-là qui vont faire qu'on va peut-être parfois développer aussi une addiction aux écrans, au mode de communication. Il y a quand même beaucoup de comparaisons. C'est sûr que l'idéalisation via les réseaux sociaux, d'avoir un prisme où on pense qu'effectivement l'autre a une meilleure vie que la nôtre ou en tout cas a plus de choses ou a accès à plus de choses. Encore une fois, c'est une vignette à un instant T. Et c'est important de rappeler que la vie, c'est aussi des joies, des peines et que la réalité, elle ne peut pas toujours être belle et à 100% optimiste. Par contre, c'est bien de ne pas diaboliser, mais aussi de mettre un petit peu de faire de la prévention quand même autour de l'utilisation de ces réseaux-là. C'est plutôt l'utilisation qu'on va en faire, qui va vraiment avoir une incidence, plus que dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Par contre, on se rend compte quand même aujourd'hui qu'il y a une idéalisation de ce que peut être la beauté, qui passe par à la fois l'image, l'apparence, mais aussi ce qu'on va manger, là où on va voyager, et donc que si on se met la pression sur tout pour renvoyer du beau et une image un peu idéalisée, à ce moment-là, ça peut aussi être vecteur de pression et former une sorte de pression sociale qui peut alimenter le stress au quotidien. Pour les questions de santé mentale, on voit que ça a quand même posé beaucoup de soucis, surtout au niveau, on voit plus peut-être chez les femmes, au niveau de l'image du corps, des choses comme ça. Donc il y a eu des tendances plus à de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire par rapport aux réseaux sociaux. Et du coup, ça peut être, je dirais que les réseaux sociaux, je nuance un petit peu, je dirais que ça peut être à la fois une ressource et à la fois tout son contraire, dans le sens vraiment où on s'en saisit. Parce que si on commence à s'enfermer dans une boucle où on se compare à des modèles, il y a quand même la société qui reflète tout un idéal, parce qu'après il y a aussi cette injonction aussi au bien-être, parce que du coup on en parle de plus en plus, et à travers les réseaux sociaux c'est un message qui est beaucoup véhiculé quand même de il faut bien aller, ou les trucs, je pense aux morning routines, aux routines, la personne parfaite, je me lève, je fais mon sport, je fais ceci, cela, machin, tac, 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 mais en fait c'est pas forcément des choses qui vont correspondre à tout le monde. Oui, ça impacte la santé mentale négativement, mais les réseaux sociaux, ça l'a aussi impacté vraiment positivement, parce que du coup, mon sujet de mémoire, c'est l'identité sociale et le fait d'appartenir à des groupes. Et en fait, ça, c'est aidant. Et les gens qui peuvent se sentir très en décalage avec leur entourage en physique peuvent se retrouver dans des communautés sur Internet, et ça peut vraiment être aidant et faire du bien. Et comme tu le disais très bien, Marine, les réseaux sociaux et Internet, c'est des outils. Et il faut les utiliser comme des outils en conscience, d'où l'intérêt d'être sensibilisé aussi à tout un tas de questions, de connaître le fonctionnement, de connaître ses limites aussi, parce que des fois on peut être exposé sans consentement à des contenus culpabilisants ou violents. Et du coup c'est de savoir prendre soin de soi en fait. Et ça c'est des choses qui s'apprennent et c'est pas inné. Et si vous deviez transmettre un conseil pour prendre soin de sa santé mentale, ce serait lequel ? On peut se sentir parfois un peu en culpabilité quand on va pas bien, quand on sait pas gérer ses problèmes, parce qu'on est aussi dans une société où on est très individualiste, où il faut savoir prendre soin de soi, toujours réussir coûte que coûte. Alors qu'on rappelle quand même que on est tous dépendants de quelqu'un ou de quelque chose, et que parfois c'est surtout cette capacité à demander de l'aide qui va faire la différence, et quand on est en capacité de demander de l'aide, on est en capacité d'être en relation, et c'est avant tout ça qui permet parfois de sortir d'une situation complexe ou compliquée en tout cas. Donc surtout de dire personne n'est à l'abri d'avoir des difficultés psychologiques, personne n'est à l'abri d'avoir la santé mentale perturbée, et donc c'est surtout cette capacité à demander de l'aide qui va être déterminante en tout cas dans la suite et l'évolution, et se laisser la possibilité de changer la situation et de trouver une réponse à ces problèmes ou ces difficultés. Très chouette de
de prendre soin de sa santé mentale, c'est très cool. Mais par rapport à certaines choses, je trouve mettre des actions spécifiques en place pour aider justement à en prendre soin, ça peut être très bien au niveau, je trouve, de se décentrer du niveau individuel pour plus partir sur du groupal. Voilà, du collectif, voilà, institutionnel, voilà, je dézoome vraiment bien, donc ça peut être hyper chouette. Quand elle parle de dézoomer, ça va être, on sait que les personnes précaires par exemple, hasard comme ça les étudiants, peuvent être plus à risque du coup du fait de la précarité, parce que le fait de ne pas savoir comment on va payer son loyer, comment on va manger et tout, c'est un méga stresseur. Puis le fait des fois d'être loin de sa famille, voire de même plus être dans son pays, ça peut être hyper... Et en fait, tu peux faire tout le yoga que tu veux, toute la méditation que tu veux, toutes les morning routines que tu veux. Ça règle pas le problème de fond. Et c'est pour ça que, en fait, oui, on peut mettre des choses en place à un niveau individuel. Le collectif, c'est une ressource folle, en fait, d'être entouré de gens et de gens qui nous font du bien. De prendre soin de ses relations. Le maxi conseil, et je vais le dire comme ça vient, je suis désolée, mais c'est se foutre la paix. Chacun peut pousser la porte du service pour demander un conseil, une information ou un soutien. Et on les orientera en fonction des besoins ou on leur proposera un rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte du service. Les prochaines dates pour l'année universitaire prochaine, de septembre 2025, il y aura une formation mensuelle, enfin chaque mois, entre novembre et avril. Merci infiniment à Corinne Le Surchâteau et Camille Jobard pour leur regard, leur engagement et leur bienveillance, ainsi qu'à Chloé et Marine pour leur témoignage sincère. Merci également à Radio Campus Besançon pour leur soutien. Ce que l'on retient aujourd'hui, c'est que la santé mentale ne doit pas rester dans l'ombre. Elle fait partie intégrante de notre équilibre, de notre réussite, du lien qu'on peut tisser avec les autres. On espère que cet échange vous aura donné envie de vous former, de mieux comprendre les autres ou simplement de prendre soin de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'université Marie-Louis Pasteur et d'ici là, prenez soin de vous.